Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de ce podcast de la chaîne Top Comics, un numéro un petit peu particulier puisque nous avons eu envie de faire un épisode un peu spécial et un petit peu plus long que le format habituel des capsules comics pour parler évidemment de la sortie de la semaine qui vient de s'écouler, une des grosses sorties, le grand retour des X-Men en librairie. Alors quand je dis des X-Men, les X-Men après Krakoa, c'est-à-dire quand l'ère de Krakoa s'est terminée, les X-Men que l'on connaît tous sont de retour dans un nouveau format, dans de nouveaux magazines. En tout cas, le format ne change pas vraiment. Et on va faire une émission un petit peu plus longue que d'habitude parce que les capsules comics généralement durent 10 minutes. Là, on va essayer de tenir 40 minutes si tout va bien. Pour parler de cette nouveauté en librairie, j'ai invité deux comparses. Alors Doop, évidemment, que vous connaissez parce qu'on anime le Dynamique Duo assez régulièrement. Bonsoir Doop. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous les auditeurs et puis bonsoir à notre invité mystère. Invité mystère qui ne va pas rester mystérieux si longtemps que ça, puisque nous avons le plaisir de retrouver Ben Webb parmi nous le temps de ce podcast. Bonsoir Ben Webb. Bonsoir Stéphane, bonsoir Dope, bonsoir tout le monde. Alors pour rappel, je rappelle que tu bosses dans le domaine des comics, notamment sur Sanctuary.fr et sur Comics Office. Oui, tout à fait. Et puis j'étais un des historiques du premier volume de Top Comics et je retrouve les anciens copains avec plaisir. Et ça fait plaisir aussi, ouais. Et ça nous fait très plaisir de te réentendre, évidemment. Si on t'a invité pour parler de cette nouvelle mouture des X-Men, c'est parce que, contrairement à moi et contrairement à Doop, toi, tu as suivi la période Krakoa. Je le fais simple et je me permets peut-être de parler aussi pour toi, Doop. Moi, j'ai abandonné très vite la période Krakoa. En gros, j'ai lu Oxbox. J'ai dû lire les 2 premiers numéros de X-Men par Hickman et comprenant que ce n'étaient pas mes X-Men, en tout cas ceux que j'appréciais et ceux que je suivais depuis très très longtemps, j'ai décroché très vite. J'ai dû faire quelques petites incartades à ce choix. J'ai dû lire Sword of X, Weeks of Sword, je ne sais même plus comment est le nom de cette mini-série, et j'ai dû lire Inferno, et c'est à peu près tout. Mais tu peux peut-être nous en parler un tout petit peu en introduction, justement, parce que c'est quand même cette période From the Ashes, donc le contenu de ces nouveaux bimensuels vient dans la suite de Krakoa. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan rapide de Krakoa, Ben Webb ? Bien sûr, bon alors après il faudrait à mon avis plusieurs podcasts, une série de podcasts pour évoquer Krakoa, ça a quand même duré 5 ans, d'une parenthèse assez impressionnante. Objectivement, ça a beaucoup divisé, vous en êtes les témoins et les illustrations les plus directes, parce que très clairement il faut dire les choses, les X-Men qu'on a vus pendant cette période, on peut difficilement les appeler des X-Men, en tout cas sur la base des valeurs mises en avant par Stan Lee et Jack Kirby, mais surtout par le grand run de Chris Claremont, puis par ses suiveurs, Scott Lobdell, Fabian Nicieza, etc. On avait des personnages qui étaient très froids, très durs, très violents, très auto-centrés, dans un rejet froid de l'humanité. Il y avait des raisons. Il y a eu des débats nombreux sur Internet, on y a tous plus ou moins participé. À mon avis, je pense que chaque camp avait des raisons. Moi, j'ai tout suivi, ou quasiment, c'est-à-dire qu'il y a des titres que j'ai lâchés, j'ai tout testé en tout cas, et j'ai suivi du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire que j'ai continué à avoir un certain nombre de titres jusqu'au bout. Je pense que c'est une parenthèse qui va marquer les lecteurs qui la redécouvriront ou qui l'ont découvert au quotidien, parce que c'était quand même quelque chose de suivre chaque semaine un certain nombre de titres dans une telle approche, avec tellement de créativité, d'inventivité, d'apport, pas tous bons, hein. Il y a plein de choses qui sont vraiment pas top, il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a beaucoup de choses qui ont été apportées. Je pense que c'est une période d'ultra inventivité. Jonathan Hickman a vraiment bousculer la fourmilière, apporter beaucoup de choses, apporter beaucoup de scénaristes dans sa roue pour les inspirer, donner beaucoup de choses. C'était complètement imprévisible, c'était excitant, énervant sur beaucoup de choses, parce que je continue à penser qu'il manque un gros one-shot ou une mini-série pour expliquer comment en fait les X-Men qu'on avait quitté à la fin du run de Matthew Rosenberg, à la fin de Age of X-Men, un événement qui est inédit en France et sur lequel j'avais fait un article pour Top Comics, peuvent arriver au début de Oxbox. Malgré tout, c'est ultra excitant. On a eu des changements sur Moira McTaggart.
À partir d'Inferno, on a eu le départ de Jonathan Hickman. On a alors eu, grosso modo, une période avec Jerry Duggan en bon petit soldat qui menait en fait la franchise vers sa fin programmée de manière scolaire, sans que ça soit honteux, et un Kieron Gillen qui a pris peu à peu de la place et qui est parti sur des délires cosmiques, métaphysiques avec Sins of Sinister et d'autres choses. C'était énorme, c'était un peu lassant, Sins of Sinister, il y avait beaucoup de sinistres, mais la série Immortal X-Men, c'était passionnant, des études de personnages et des changements et des concepts métaphysiques, avec notamment la menace de Dominion, qui était en fait une intelligence qui parvient à atteindre un niveau plus que cosmique. C'était le souhait de Mister Sinistre et des autres clones de Nathaniel Essex, oui, parce qu'on apprend que Mister Sinistre n'est qu'un des 4 clones de Nathaniel Essex, celui qui est concentré vers les mutants. Il y en a une vers la magie, un vers les aliens et un vers les humains modifiés. Donc c'était passionnant, et en parallèle un Hal Ewing qui s'amusait à redonner du lustre à Storm dans diverses séries. Donc Krakoa, c'est une ère que j'ai finalement bien aimée, en acceptant que ce ne sont pas mes X-Men, et si on me demande, ce ne sont pas les X-Men, c'est plus une version autre. Et j'étais du coup assez curieux de voir la relance From the Ashes, qui clairement promettait d'être un retour au statu quo comme on l'entend, et en fait je me demandais comment ils allaient y arriver, même si la fin de Krakoa permettait de reposer un peu les bases, et j'étais curieux aussi de voir l'arrivée de Tom Brevoort. Alors les lecteurs savent pas forcément qui c'est un peu dans les coulisses, mais c'est l'éditeur en fait qui a changé. L'éditeur, c'est celui qui gère les auteurs, les scénaristes, qui leur donne en fait des impulsions. Tom Brevoort, c'est celui qui grosso modo a fait tout sur les Avengers et les 4 Fantastiques entre maintenant et, on va dire, les années 2000. Bendis, Hickman sur les Avengers aussi, c'est lui. Donc j'étais assez curieux parce qu'il avait réussi à développer énormément la franchise Avengers en ayant beaucoup de changements, mais des retours au statu quo. Donc c'est pour ça que j'étais assez curieux de cette relance. Ouais, Tu il sais nous arrive donner sur envie, hein. Ouais, c'est ce que je me disais. Brevoort, il arrive sur les X-Men avec une stratégie qui est assez claire, qui consiste en fait je vais peut-être pas dire inonder le marché, mais en tout cas multiplier les séries X-Men avec des spécificités pour chacune d'entre elles, probablement en espérant que les lecteurs vont peut-être pas forcément tout suivre, mais en tout cas trouver ce qui leur intéresse dans le catalogue ou dans la palette de séries X ou de séries mutantes qui va être proposée. Et pour le coup, il poursuit un peu l'ère Krakoa, hein, parce que je le disais à un moment, je disais on suivait chaque semaine, il y avait entre 2 et 5 séries par semaine, quand même, sur la période Krakoa. Avec des séries avec des longs numéros, comme X-Force ou Wolverine, qui ont été jusqu'à 50 épisodes, par exemple, de séries que j'ai lâchées, hein, parce que malgré, même si j'aime bien le scénariste Ben Percy, avec qui je partage le prénom, et que j'ai beaucoup apprécié sur Green Arrow, j'ai pas du tout apprécié son Wolverine, que j'ai trouvé pouf, et son X-Force, où à un moment, le massacre de ce qu'on faisait sur le Fauve, c'était insupportable, c'était plus acceptable. Et d'ailleurs, je suis curieux de savoir comment vous avez vécu la lecture des premiers numéros de X-Men, parce que, et en tout cas, ce que vous saviez du Fauve de Krakoa, parce qu'il y a beaucoup à parler dessus. Mais Brevoort, il a continué, mais il continue, mais peut-être plus sur des formats de mini-séries, alors que Krakoa lançait des séries, même si elles n'ont pas forcément duré longtemps. Je pense il y avait un truc super mal dessiné qui a commencé avec Quanon au début, et puis il y a X-Corp avec Angel et Monet aussi, qui a pas duré longtemps, mais ça partait plus pour des séries régulières. Alors que là, c'est plus des mini-séries, on est plus sur de la prudence souvent. Mais ce qui explique pourquoi on se retrouve donc en fait avec deux numéros par mois à 16 €. Et encore, il n'est même pas certain qu'ils arrivent à tout mettre dans ces 2 magazines par mois. Donc on va bien voir. Enfin, le sommaire sera intéressant à étudier. Justement, avant qu'on se relance dans le sommaire et dans l'étude du sommaire de ces 2 numéros, petit tour de table rapide, très très rapide, sans rentrer dans le détail, et même ça va être très binaire. C'est pour chacun d'entre vous, est-ce que cette relance des X-Men, c'est plutôt oui ou c'est plutôt non, histoire que les éditeurs puissent se positionner un petit peu pour savoir d'entrée de jeu qui parmi nous a plutôt apprécié ou pas apprécié. Doupe, oui ou non? Non sur le premier, un peu plus sur le deuxième. Ah, il nuance tout le temps. J'aurais voulu un oui ou non pour l'ensemble. Pour l'instant, c'est tiède. Hein. Pour l'instant, c'est tiède. D'accord. Et toi, Ben? Alors, bon au début, et je lis la VO, ça se bonifie vraiment encore plus.
D'accord, et je termine par moi. Et moi, j'ai été assez satisfait. Enfin, je suis satisfait. Je suis curieux de voir la suite, mais prudent. Voilà, c'est un oui prudent. On va dire comme quoi j'apporte aussi un petit peu de nuance. On se lance, les copains, dans l'étude un petit peu des séries. Je vous propose de démarrer par tout simplement peut-être par les deux séries phares qui sont X-Men et Uncanny X-Men. Commençons par X-Men. X-Men, donc il y a le premier numéro de X-Men dans le numéro 1 du magazine, et le deuxième numéro est dans le numéro 2 du magazine X-Men. Au scénario, c'est Jed MacKay. Au dessin, c'est Ryan Stegman. On est dans un... Alors, je ne l'ai pas dit, pardon, je fais un petit retour en arrière. On va aussi s'attacher dans ce podcast à essayer de voir si est-ce que c'est compréhensible pour des gens comme Doup et moi qui n'avons pas lu l'ère Krakoa. Est-ce qu'on peut s'en sortir quand même malgré tout sans avoir tous les éléments qui ont été diffusés lors de Krakoa. Et toi, inversement, Ben, tu pourras peut-être nous dire est-ce que c'est cohérent avec Krakoa? Est-ce que y a forcément une rupture, mais est-ce que il n'y a pas trop de casse dans la transition qu'il y a entre Krakoa et la période Krakoa et donc cette nouvelle période qui s'appelle From the Ashes, donc que je traduirais par descendre, le retour, renaissance, renaître de ses cendres, donc oui, c'est de ses cendres, c'est voilà, ça c'est cendres, ouais. C'est ça, comme un phénix. C'est ça. Donc, X-Men par MacKay et Stegman. Le principe, c'est relativement simple. Une partie des X-Men s'est installée dans une base en Alaska, une ancienne fabrique de sentinelles. Parmi ces mutants qui se retrouvent dans cette base, il y a Cyclope, le Fauve, Magneto, Psylocke, le Kid Omega, Temper, Magie et le Fléau. Et dans ce premier numéro, ils se retrouvent en fait à partir à la rescousse de. En tout cas, ils sont alertés que dans une base d'une ancienne base d'un groupe associé à Orkis. Alors Orkis, c'était d'après ce que j'ai compris, et là Ben, je parle sous le contrôle de Ben, c'était probablement une des organisations antagonistes durant la période Krakoa. Oui, tout à fait. En fait, Orkis, c'était les anti-X-Men. C'était une association d'humains, mais pas que, qui en fait voulait anéantir les mutants. Donc dedans, t'avais plein de gens. T'avais un mec qui s'appelait Fei Long, qui était un riche industriel qui n'a pas supporté que les mutants terraforment Mars parce qu'ils voulaient s'y installer. Oui, parce qu'ils ont terraformé Mars dans un très bel épisode. Donc il s'est modifié lui-même et il a eu un gros moment de gloire parce que dans la série Invincible Iron Man, qui était vraiment liée aux mutants, il avait repris Stark Industries ou Enterprise et il avait créé des sentinelles Stark, des sentinelles avec la technologie Stark. Donc il y avait Fei Long, il y avait un autre double de Nathaniel Essex, il y avait MODOK, il y avait ils avaient à un moment même récupéré le Captain Hydra, vous vous en souvenez? Non. Bah si, Captain dans Secret Empire. Voilà. Voilà. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, je cherchais. Et en fait, désormais, il se fait appeler Grant Rogers parce que c'est Stephen Grant Rogers et il considère que l'Amérique l'a trahi et du coup, il a détruit son drapeau et ses flags Smasher désormais. D'accord. Super vilain. Donc c'était quand même au niveau ennemi, les mecs ils balançaient des sentinelles Stark, donc c'était assez brutal. Donc Orkis, ouais, c'était les gros vilains et en fait ils ont littéralement, ils ont marave tout le monde jusqu'à ce que les X-Men se donnent à fond pour les anéantir et ça a été très dur. À tel point qu'en fait à un moment ils ont même soumis Charles Xavier et ils lui ont quasiment fait faire comme dans X-Men 2 de Bryan Singer, essayer de tuer tous les mutants en fait. D'accord. Et pendant qu'une partie de l'équipe est sur le terrain, donc à essayer de résoudre cette curieuse apparition de nouveaux mutants, dans la base en Alaska, vous avez le Fauve et quelques mutants, dont Magneto, qui se chargent en gros des relations avec la shérif du coin, parce que les relations avec les habitants du coin ne sont pas forcément très très simples. On comprend pourquoi, ça reste quand même des mutants, donc ils ne sont pas forcément très très bien vus par les habitants. Et Magneto a décidé de faire son concombre, quoi, c'est-à-dire qu'il redémarre en mode je suis le mec mystérieux et pas très sympathique. Donc voilà un petit peu pour le pitch de ce X-Men de Jed MacKay et Ryan Stegman. Doup, qu'est-ce que tu en as pensé d'une de ces séries phares en fait, parce que c'est un peu le fer de lance de cette relance?
Bah, moi, c'est ce qui me fait beaucoup douter parce que j'ai vraiment pas aimé. Alors déjà, moi, le concept, je le trouve qui ressemble beaucoup au X-Factor de départ. C'est-à-dire, on va essayer d'aller sauver des mutants qui sont en danger et on les ramène. J'aime pas Ryan Stegman, je l'aimais pas avant. Il a changé de style hein, quand même un petit peu, mais bah, j'aime pas ses dessins, voilà. Et Jed D'accord. McKay, moi, bah, c'est quelqu'un qui me déçoit. Alors, on le vend comme un scénariste qui est plutôt pas mauvais. Il a fait des trucs sur Moon Knight, tout ça. Tout ce que j'ai pu lire, moi, ça m'enchante pas, en fait. Cette série, c'est peut-être celle que j'ai le moins appréciée de tout le volume, en fait. D'accord. Voilà, je trouve que les personnages sont pas hyper bien définis. Voilà, le fléau, pour l'instant, il a dû avoir une ligne de dialogue. J'ai du mal à voir les relations entre les persos, donc moi, c'est la série que je trouve la plus faible. Le fléau, il a quand même ce lien avec magie. À un moment donné, il se chambre un peu. Et puis le fléau, il a Ouais, surtout une scène d'éclat dans le deuxième épisode où il est propulsé. oui, c'est un truc Euh, d'action, mais voilà. Mais c'est vrai qu'il n'a pas, sinon en termes de dialogue posé ou de discussion posée, il n'en a pas vraiment. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ben, toi, donc ton avis général sur le. Ouais, alors comme je vous l'ai dit, hein, je lis la VO, donc je suis revenu dans mes notes. C'est un début qui est lent et qui est pas formidable. Quand je l'avais lu en juillet, quand c'était sorti en juillet 2024 en VO, je me disais, c'est correct, ça passe, c'est pas génial, mais c'est quand même une sacrée pression de devoir relancer après l'ère Krakoa et en revenant au statu quo. Ça veut pas dire qu'on doit tout laisser passer, mais c'est pas facile quand même. Jed McKay, c'est pas un scénariste formidable. Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien, mais parce qu'en fait, je le prends pour ce qu'il est, c'est-à-dire un bon petit auteur qui fait des bonnes petites choses, mais qui est pas formidable ni révolutionnaire et qui est peut-être un peu mis plus haut qu'il ne devrait, mais je pense que c'est parce qu'à l'heure actuelle, il y a un déficit de grands scénaristes chez Marvel. C'est un bon faiseur. J'ai beaucoup aimé sa mini-série sur la mort de Doctor Strange. Ses volumes sur Doctor Strange étaient top. Je suis un grand fan de ces Moon Knight, hein, où il se passe pas grand-chose, mais c'est vraiment bien fait. Enfin, il se passe pas grand-chose dans chaque numéro, mais c'est vraiment bien fait et c'est top. Sur les X-Men, les 2 premiers épisodes, c'est un peu lent. C'est pas oufissime sur l'ensemble, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. J'étais ultra circonspect sur l'équipe. Les 2 premiers numéros donnent pas énormément d'indications. Alors c'est un Cyclope qui est pas mal, qui est héroïque. Il y a beaucoup de mystères. J'apprécie le passage concon d'action sur le fléau dans le deuxième, mais c'est un peu long et creux. Après, je peux pas dire ça va être extraordinaire par la suite, etc. Mais si je peux juste donner un avis de lecteur de VO, je trouve que ça se bonifie vraiment et il dissémine ici des éléments qu'il révèle et qui explique pas tant de temps après. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Mais c'est un début qui est pas en fanfare, clairement. Et Ryan Stegman, c'est pas super. Je ne déteste pas comme Doop, mais je trouve que c'est pas un dessinateur qui est adapté, parce que comme le disait ma formidable épouse quand on a acheté les volumes aujourd'hui, c'est redevenu un ado, Cyclope? Bah, on a un peu l'impression sur la couverture quand ouais, même. on a l'impression qu'ils ont tous 12 ans. Ouais. C'est vrai que, enfin, Ouais. 15, mais Et d'ailleurs, ça pose. Je trouve que effectivement, ce relooking de Cyclope, d'ailleurs, qui est intéressant parce qu'il redevient lumineux, c'est-à-dire son costume devient bien plus lumineux qu'il ne l'a été par le passé. Enfin, Mhm. la tendance jaune réapparaît bien plus. Mais effectivement, on a l'impression il est redevenu ado. Et alors, du coup, ses joutes verbales avec Kid Omega, ça tombe un peu à plat parce que ça passerait bien s'il avait un aspect un peu plus ancien et donc baroudeur. Mhm. Et là, bah, du coup, ça donne un peu l'impression d'une bataille d'ado, quoi. Bon, Ryan Stegman, en fait, il tient plus les délais, donc il est beaucoup remplacé en ce moment par Carlos Nieto en VO, D'accord. et c'est mieux. Déjà, je préfère le style et le Cyclope est encore mieux. Et puis récemment, il y a eu un crossover avec la série Uncanny X-Men dont on va parler après. Et ce Cyclope dessiné par David Marquez, c'est beaucoup mieux. Mais c'est peut-être l'aspect ultra jaune double qui t'a fait penser à X-Factor les débuts, parce que même si on se souvient beaucoup du costume de Cyclope ouais. avec le grand X blanc, il a eu un costume avec le grand X jaune aussi dessus, hein. Ouais. Bah, les premiers, hein, dans tous les premiers épisodes. Là, après, oui, vraiment, moi, je te dis, c'est la série, enfin, je vous dis, c'est la série qui m'a le moins convaincu, voilà.
Moi, ce que j'ai bien aimé dans cette série, c'est qu'il y a de l'action, donc on n'est pas contre, hein, on lit du comics, donc c'est chouette quand ça bastonne un peu. Et j'ai bien aimé le rapport aux humains, c'est-à-dire que ce soit dans le premier ou dans le deuxième. Le premier, c'est dans cette discussion entre cette shérif qu'on sent un peu en manchien, enfin un peu gêné d'aller frapper à la porte de cette base pour aller discuter avec le fauve. Alors, elle a des réactions humaines par rapport au physique des mutants, etc. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Et en même temps, le fauve essaye d'apaiser les choses et puis de la rassurer. Et dans le 2, c'est un peu l'inverse, c'est l'équipe de terrain de Cyclope qui va à la rencontre d'un SDF qui s'avère être un mutant. Alors on spoil dans cette émission, donc si vous n'avez pas lu les épisodes, je vous invite à les lire avant qu'on vous en révèle de trop, mais ce SDF s'avère au final être un mutant qui a des pouvoirs bien spécifiques, mais je sens qu'il y a un côté quand même un peu interaction sociale avec les humains, bienveillance, etc., qu'on ne trouvera peut-être pas forcément dans d'autres séries. Ouais, moi je te l'accorde, le coup de la relation avec la shérif, c'est ce que j'ai le plus préféré moi dans ces 2 épisodes. Non, c'est pas mal. Après, je reviens sur ce que je disais sur Jed McKay, où c'est pas un grand scénariste, parce que commencer une série ou un run en prenant le point de vue de l'humain qui vient tout découvrir, l'œil du spectateur ou du lecteur, c'est ultra classique, mais ça fonctionne. Je pense aussi que les Jed McKay, les Gail Simone, etc., c'est des gens qui ont jamais tâté de mutants avant ou très peu, etc. Donc je pense aussi que vu qu'il y a eu un tel changement avec l'ère Krakoa, les premiers numéros, c'est un peu se mettre à vélo ou commencer à prendre une voiture que tu connais pas, tu fais péter l'embrayage et tu galères un peu au début, mais c'était aussi, je pense, l'impératif d'avoir des numéros assez consensuels pour rassurer les lecteurs, que ce soit les lecteurs de Krakoa, mais surtout beaucoup de lecteurs comme vous qui avaient lâché. Donc, je ne vais pas sur-excuser quelque chose qui est quand même assez plan-plan comme début, mais l'idée c'était de limiter la casse et d'avoir au moins ne pas avoir de rejet des lecteurs. Et juste pour répondre à la question de Stéphane, moi j'ai pas été perdu à la lecture des 2 numéros. J'ai bien senti qu'il s'était passé des choses avant, mais j'ai pas été plus perdu que ça. Il y a des petits éléments, par exemple le Maraudeur, qui est un vaisseau, un engin qui est utilisé par X-Men, que j'avais jamais vu, mais que j'ai dû apercevoir dans des visuels de la période Krakoa, donc j'imagine que ça doit être récupéré de cette période. Oui, Ben, non? Aucune idée. J'ai pas toujours la mémoire de ce genre de truc. Mais après, le Maraudeur, c'était le nom d'une équipe de Kitty Pryde. Mais d'ailleurs, micro-parenthèse, j'en suis navré. Pour les lecteurs qui aussi se demandent certaines choses, un des gros défis véritablement de l'après-Krakoa, ça sera la série exceptionnelle X-Men qui arrive bientôt, qui se concentre sur Kitty Pryde, parce que pour les lecteurs de Krakoa, les derniers mois de l'ère Krakoa ont été terribles pour Kitty Pryde, qui en fait était devenue une tueuse et une assassin, véritablement en mission pour tuer autant de gens d'Orchis qu'il fallait. Ma vache, oui. On est loin du perso d'origine, ouais, clairement. Et Ben, en 3 mots, il s'est passé quoi pour le fauve à Krakoa? Parce qu'on sent qu'il y a plein de trucs derrière, en fait. Ok, je vais la faire très rapide. Ça a été en fait la conclusion de tout le travail que je juge pas bien, mais qui était cohérent, de montrer que Hank McCoy est un mec amoral, voire cruel pour son objectif, avec le début de l'époque de Bendis où il fait mumuse avec le temps, etc., etc. Durant l'époque Krakoa, il a dirigé X-Force qu'il voyait comme la CIA de Krakoa. Ils ont été très loin. Ils en ont été en fait à faire des assassinats à distance sans prévenir. À un moment, une de ses expériences sur les plantes a provoqué un massacre et une possession de tout un pays fictif d'Amérique du Sud. Il n'a rien dit et il commandait à distance les gens contrôlés par les plantes pour avoir en fait des agents dormants au sein d'Orchis. Quand ça a commencé à se savoir, il a volontairement tué Wolverine pour le faire revivre sans cerveau pour avoir des agents. Quand il a commencé à vraiment se faire avoir, il est parti, il a utilisé plein de clones de Wolverine comme assassin, il a créé un conseil de double de lui-même pour se conseiller, à tel point que les X-Men en sont venus en fait à récupérer une ancienne personnalité de lui et à mettre dans un corps pour qu'un fauve gentil de l'époque des Avengers et où il était pote de Wonder Man mette fin à ce psychopathe qui massacrait tout le monde pour la bonne cause. D'accord. Eh ben, là, ça donne nettement moins envie là d'un coup de lire la page, quoi.
Mais en fait, en soi, le projet était pas mauvais, mais était trop loin parce que il y a eu plein d'articles sur Internet qui expliquaient que oui, le fauve, ça fait des années qu'il fait des actes pas cool, etc. Oui, enfin, il y a un monde entre s'associer à des super vilains pour ramener le gène X après Use of M et faire mumuse avec le temps parce qu'il trouve que Cyclope va trop loin et laisser des gens se faire massacrer par des plantes et devenir des zombies comme dans The Last of Us et les utiliser pour piéger Orchis. Enfin, c'est voilà. Donc, Ok. Donc là, on a un fauve qui a une personnalité qui ressemble à celle qu'on a connue avant. mais qui du coup aussi a des grands déficits de mémoire et de technologie. D'accord. Je fais une petite parenthèse. Dans les revues publiées par Panini, vous tombez parfois sur des pages qui s'appellent les pages bonus. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention. Oui. Ces pages bonus, en fait, correspondent dans la version américaine à des pages que les lecteurs américains n'avaient pas physiquement dans leur single, si je ne me trompe pas, C'est ça. mais étaient en fait scannables avec un QR code et on pouvait en fait les récupérer en version digitalisée. Le Panini les a intégrés directement à la fin de chaque épisode où il y a une page spéciale. On a une page bonus qui apparaît avec. Je crois que ça avait fait un peu scandale. Ça avait fait un peu scandale. Les lecteurs avaient râlé. Et je crois qu'ils ont intégré les pages bonus aussi dans les TPB des séries. Alors, ils ont abandonné ça aussi. Ils ont abandonné aussi sec, ouais. Je trouve que le procédé est quand même pas super. Les scènes bonus, quand on les lit là dans les magazines Panini, et Panini là, pour le coup n'y est pour rien. Je trouve que ça tombe souvent à plat en fait la page bonus parce que c'est juste une planche quoi. Donc qu'est-ce que tu veux faire dans une planche quoi. Donc, alors, je suis navré, hein, c'est votre podcast et du coup je vais être un peu le troll. C'est une idée de merde et c'est de la merde. Non mais je suis d'accord, hein, moi je te suis là-dessus. Je suis assez d'accord dans l'idée que cette idée de scanner. Mais même ça apporte rien, on s'en tape. Voilà. Et en plus c'est une idée enfin c'est une idée de merde. En fait. Voilà, c'est tout. Tout à fait. Bon, on va passer à X-Men. Donc pour le coup, avis plutôt mitigé sur. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Hein. Enfin, d'accord. C'est plutôt positif. Je pense que tu es celui qui a le moins apprécié de nous trois. Ouais. Moi, je suis au milieu. Je trouve ça correct, mais dans le sens direct du terme, dans le sens où c'est pas mauvais, mais c'est pas brillant. C'est correct. Ça passe. Alors, celle que j'attendais, après, c'est Uncanny X-Men. D'abord parce que c'est Uncanny, hein, donc c'est la série historique. Ensuite parce que c'est Gail Simone. Alors, petite information, Gail Simone, c'est une scénariste. Et donc, enfin, on a une scénariste sur Uncanny X-Men et sur une série importante de chez Marvel. Ce qui, moi, me ravit. Je suis très content qu'on ait enfin... et puis, c'est pas n'importe qui, Gail Simone. Hein, non plus, et puis, c'est pas n'importe qui. Alors, elle avait un peu quitté le monde des comics depuis quelques années quand même. Hein. Enfin, ça faisait des comics papier, oui, mais en fait, elle a signé beaucoup de scénarios pour des jeux vidéo, pour des trucs annexes, etc. Mais pardon, je vous ai coupé, excusez-moi. Non, mais c'est parfait. Moi, j'étais un peu surpris de l'immense aura qu'elle avait à son annonce parce que, ok. Et en fait, j'ai regardé et c'est vrai qu'en fait, au final, c'est certainement une des autrices les plus importantes de ces dernières années, mais c'est surtout une des fans favorites et c'est vrai qu'au final, elle n'a rien loupé ou presque de tout ce qu'elle a fait. Et elle a apporté beaucoup de très bonnes choses. Alors pour info, hein, Gail Simone, c'est celle qui... Bon, elle s'est fait connaître un peu en reprenant du Batman. Ensuite, elle a vraiment lancé la série Birds of Prey. Ouais. Ça existait. Enfin, oui, enfin, il avait fait du bon boulot. Elle a mis la série sous les projecteurs. Il avait fait du bon boulot, Chuck Dixon, mais disons que... moi aussi, je suis un grand défenseur de Chuck Dixon, mais là, c'est vrai qu'elle a donné un allant à la série qui était vraiment très bien réussi. Du coup, on lui a confié un peu de Batman, il me semble. Alors, elle était très proche du personnage de Batgirl, en fait. Elle s'en occupe. Enfin, Oracle. Barbara Gordon, voilà. Du coup, ensuite, elle a fait une série de groupes qui s'appelait les Secret Six, qui était très bien aussi. Donc, elle sait gérer les dynamiques de groupe. Après, elle est partie, je pense, elle a relancé, je crois, Batgirl sur les New 52. Elle a fait du Deadpool, chez Marvel. Elle a repris du Deadpool à une époque. Je pense que c'est la fin du premier volume ou le début du deuxième, je sais plus, avec les numérotations.
C'est un des rares auteurs qui a aussi réussi à travailler au long cours avec John Byrne, qui était alors simple dessinateur. John Oui. Byrne, c'est un auteur exceptionnel, un peu moins de ma génération, je l'avoue, mais exceptionnel quand même. D'ailleurs, lisez les Superman Chronicles, ils sont vachement bien, et Ouais. les suites aussi. Mais en fait, après Infinite Crisis, Gail Simone a écrit la série Atom, qui est un de mes personnages préférés. Mais là, du coup, c'était un nouvel Atom dessiné par John Byrne, et John Byrne, c'est quelqu'un qui a un caractère très 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 difficile, et elle a réussi à travailler avec, donc ça veut quand même dire que c'est quelqu'un d'intelligent. Et micro-parenthèse, Gail Simone dans les années 90 avait écrit un post de blog pour critiquer en fait les abus et tortures sur les copines des super-héroïnes, avec notamment l'expression Women in Refrigerators pour évoquer la petite amie de Kyle Rayner à l'époque. Donc c'est quand même une personne qui dans les années 90 mettait déjà en avant des phénomènes qui ont été critiqués encore récemment avec MeToo, etc. Donc c'est quelqu'un de très important, de très intelligent et de très doué. Donc j'étais curieux aussi de voir ce qu'elle pouvait donner sur les X-Men par rapport à ça. Moi, je vais même rajouter que clairement, j'y vais parce qu'il y a Gail Simone. Ah ouais, toi, c'est ça. C'est elle est même bankable, quoi. Toi, pour moi, oui. De ton point de vue, ouais, d'accord. Ouais. Bon, le Uncanny X-Men, en gros, les X-Men sont plus que jamais dispersés, traqués, obligés de se cacher à nouveau. Là, on va s'intéresser essentiellement à Wolverine, Malicia et Gambit. Un tout petit peu moins par Diablo, qu'on voit un petit peu moins dans cet épisode. Et puis nous avons dans le Free, j'ai oublié son nom, le Comic Book Day. Voilà, le Free Comic Book Day, nous avons Jubilee qui apparaît aussi. Et puis l'apparition d'une antagoniste en la personne du Dr Ellis qui avec cette Dr Ellis avec son équipe de paramilitaires qui tente d'effacer toute trace des mutants et voire même tente de les enfermer dans un lieu qui est très symbolique puisque c'est l'ancien manoir de Westchester, c'est-à-dire l'ancienne école Xavier. Donc évidemment le symbole est très très fort. Et dans cette école il y a déjà un détenu qui apparemment a l'air d'être un détenu bien costaud dont on ignore l'identité, même si moi j'ai une petite idée sur qui ça peut bien être. Ouais, bon. moi aussi. Voilà, donc c'est une série un peu plus, je vais dire que par rapport aux X-Men de McKay, je trouve qu'on est un peu plus dans l'ambiance Claremont. Enfin, on essaye moi c'est le sentiment que j'ai eu, c'est on essaye d'émuler en fait ce qui fonctionnait bien dans les X-Men de Claremont. Je sais pas ce que tu en as pensé. Ah, j'avais commencé par qui tout à l'heure, par Doop, hein. Par moi, ouais. Par toi. Allez, on va demander l'avis à Ben. Hein. Vas-y, dis-nous ce que tu en as pensé. Bah en fait pareil, j'avais été pas refroidi mais emballé moyennement par le X-Men. J'aime beaucoup ce lancement de Uncanny X-Men. Alors j'étais vachement surpris de l'utilisation d'un dragon mystique qui à mon avis sort de nulle part, mais je trouve que ça permet un très bon fonctionnement au trio avec Rogue qui est très bien écrite, avec une vraie belle voix off, Gambit et Wolverine en côté. J'aime beaucoup qu'il focus sur Rogue qui est bien écrite, le passage avec le gamin c'est touchant. J'y vois en fait une sorte de bande. J'avais d'abord pensé à l'expression de famille, mais en fait c'est une bande de très proches, et je trouve que c'est très pertinent vu le passé et le passif des personnages. Je suis un peu réservé sur la menace globale, j'aime bien la Dr Ellis, mais en fait je trouve que les caractérisations sont justes, les personnages veulent bien faire en inspirant les autres, et ça donne envie d'en savoir plus, et du coup j'ai l'impression de retrouver vraiment mes X-Men à ce moment-là. Toi, Doop ? Pas mieux, et en plus c'est très bien dessiné. Ouais. C'est David Lopez, hein, c'est ça Marquez. David Marquez, pardon. Ouais, ça envoie. Ouais, voilà, on a l'impression d'une. Alors pour l'instant, ça prend ses marques, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas de statu quo qui est particulièrement défini, mais ça ressemble vraiment à un épisode à la Chris Claremont où tu as 3 des X-Men qui créent des liens, qui vivent comme une famille et qui combattent une menace et qui utilisent cette menace en fait. L'autrice du coup utilise cette menace pour resserrer les liens, quoi. Et ça c'est chouette. C'est chouette. Bon, moi je rebondis un peu sur ce que disait Ben. Je trouve que l'histoire du dragon là, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, mais bon, il faut bien une scène de baston pour lancer un peu la chose. Donc ma foi, pourquoi pas. Voilà. La voix off de Malicia, moi, ça m'a fait craindre à un moment donné que c'était plus Uncanny X-Men, mais qu'on était dans Rogue and the X-Men, tu vois. Comme si un peu elle était au centre du truc. Ça se rééquilibre un petit peu plus sur la fin. Ensuite, quand j'en parle, je me rends compte que je donne l'impression que j'ai pas aimé, alors que si j'ai bien
bien aimé, mais moi, la scène du gamin à l'hôpital, moi, ça m'a. Au début, je me suis dit, mais dans quoi tu te lances là? Enfin, t'as besoin de nous faire une scène larmoyante là, avec ce gamin qui est fan en plus des X-Men, qui va décéder. Et puis, bah, en fait, après, oui, elle m'a eu parce que j'ai compris pourquoi ce petit garçon apparaissait de cette façon-là dans le comics. Et la conclusion de cette scène, elle est quand même très très bien amenée. Enfin, moi, j'aime beaucoup notamment la dernière planche avec les deux X-Men et les parents de ce petit garçon. Enfin, je trouve ça vraiment bien vu. Et puis cette dernière scène au coin du feu en Louisiane où tout le monde boit une bière. Bon, voilà, ça passe bien, quoi. Donc on est dans les X-Men que moi j'aime et que j'aime bien lire. Je suis un peu plus partagé sur David Marquez. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a des choses qu'il réussit très bien. La chorégraphie du combat avec le dragon fonctionne bien. Il y a des fois, il réussit très bien certains visages, certaines postures, puis il y a des fois, je trouve qu'il y a des choses qui sont un peu moins chouettes. Donc, on va attendre de voir. Hein. J'imagine, comme tu disais tout à l'heure, Ben, que ouais, il faut aussi que toutes ces équipes se rôdent. Enfin, il faut qu'elles se mettent sur les séries. Petit bémol aussi sur Ellis, elle fait la grosse méchante, quoi, mais pour l'instant, elle a rien fait, quoi. C'est-à-dire que elle a rien fait à part transformer l'institut en non, ouais, elle a capturé un gros mutant. Je suis d'accord, mais en fait, on la voit jamais être méchante. Elle fait juste la méchante pour l'instant. Enfin, c'est le premier numéro. Voilà, non, mais voilà. Donc, moi, j'attire votre attention sur la toute dernière planche qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, hein, je trouve, où on a Malicia et Scott Summers dos à dos. Et est-ce que ça nous amènerait pas une espèce de genre, il va y avoir baston entre les deux équipes, c'est entre X-Men et les Uncanny X-Men. Voilà, parce qu'on a une espèce de splash page à la fin de cet épisode où en fait on a Malicia et Scott qui sont dos à dos avec une voix off, et puis on a une espèce de prémonition, c'est-à-dire on voit un peu ce qui pourrait se passer à l'avenir. Et bon, voilà. Est-ce qu'ils vont pas nous a dit qu'il y avait un crossover dans pas longtemps, donc voilà. Après, je vais pas parler du crossover, mais en fait, à la lecture des deux séries, moi j'y retrouve en fait l'ambiance des équipes bleu et or, dans le sens où ce sont des équipes connexes, mais pas forcément ami-ami. Ouais. Enfin, comment dire, c'est pas de la bagarre comme où il y avait à l'époque entre Wolverine et les X-Men et les X-Men de Cyclope et de Bendis derrière, mais on n'est pas sur des équipes, on n'est pas sur une grande équipe qui se divise en deux. On est sur deux courants de pensée différents, et on le comprend déjà à ses premiers épisodes. Rogue, elle réunit autour d'elle sa bande de potes, de frères, de sœurs, de sons, de ce que vous voulez. Ouais. Au cœur de la maison d'enfants trouvés de Louisiane. Cyclope, il monte une équipe de professionnels plus ou moins en devenir dans une ancienne usine de Sentinelle. On est sur deux salles, deux ambiances. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se taper dessus, mais d'un côté, il y a la bande, et de l'autre, tu as les collègues. L'armée, enfin le groupe, quoi. Ouais, les collègues. C'est plus... voilà. Ouais, les collègues, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et du coup, je trouve que c'est plutôt intéressant comme division, en fait, parce que en plus, je trouve que ça correspond à l'état d'esprit des leaders, parce que Stéphane, tu en parlais, ça ne va pas être Rogue et les X-Men, mais clairement, il y a un leader de chaque côté, il est clairement identifié. Ouais, très clairement. On passe aux séries qui sont... Ouais, donc oui, pour Uncanny X-Men. Hein. Ouais, moi gros oui aussi. Ouais, je suis très curieux de voir comment ça va. Moi, c'est vraiment la série qui m'a le plus plu. Et alors, pour tout vous dire, la première fois que je l'ai lu, moi, en VO, alors, j'avais pas lu le Free Comic Book. Moi, je l'avais lu tard, hein, je t'en avais parlé. D'ailleurs, je pense qu'on l'a enregistré dans un podcast précédent. Moi, j'avais lu jusqu'au dragon, et jusqu'à la fin du dragon, il devait être 3h du matin, et ça m'avait tombé des mains, et je me suis dit, mais ils veulent choper les lecteurs avec ça, mais Rogue, Gambit et Wolverine contre un dragon géant, mais c'est ça la relance des X-Men. Bon, j'ai bien fait de ranger cet avis sous le tapis et de reprendre le truc. Et je me permets de rebondir sur ton rebond. Dans le Free Comic Book Day, on voit à un moment des signes de main par rapport au M des mutants. Ouais. C'est pas énorme, mais je trouve que c'est un truc qui est plutôt pas mal, parce que si là on fait le lien avec Krakoa, c'était en fait les mutants qui disaient au monde, bon, vous nous
casser les couilles, pardon de la vulgarité. On va sur notre île, on vous met de prise, c'est littéralement ce que dit Magneto dans Oxbox, nous sommes vos nouveaux dieux. Maintenant, foutez-nous la paix, on reste entre nous, on fait notre truc de fou, on a notre paradis. Malheureusement, leur paradis il est tombé. Les mutants, ils ont tous dû trouver des points de chute, la queue entre les jambes. Donc, ils sont tous en trauma, ils sont tous en stress post-traumatique plus ou moins long, et d'ailleurs on va parler d'une des séries qui va en parler, c'est Nyx, mais je trouve que ce signe qui est pas bête, qui a pas l'air ouf comme ça, mais c'est bien dans l'air du temps, et je trouve que c'est une idée qui peut se développer intelligemment. C'est un petit apport qui est pas bête et qui est plutôt pertinent. Ouais. Je reviens, on va passer aux autres séries sur lesquelles on va peut-être prendre dans l'ordre des revues. Je vous proposais de parler de Phoenix. Phoenix, donc une série signée Stephanie Phillips au scénario et Alessandro Miracolo au dessin. C'est clairement la série cosmique de la nouvelle palette X-Men. En gros, Phoenix, Jean Grey est une mutante de niveau méga. Elle a beaucoup à se reprocher et elle estime en tout cas qu'elle doit se faire pardonner certaines choses qu'elle a pu commettre par le passé, et elle se rend dans l'espace qui va devenir son nouveau terrain de jeu. Bon, en même temps elle a les pouvoirs qui vont bien avec, pour aider et filer un coup de main, et en l'occurrence dans ce premier épisode il s'agira de filer un coup de main à Nova suite à une évasion d'une prison d'un super vilain qui s'appelle Morgue, qui est sacrément costaud. Une série donc cosmique avec un personnage surpuissant qui est un personnage féminin très connu, très apprécié, Jean Grey. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de votre côté, Doupe? C'est bien dessiné. Voilà, mais ça raconte rien, en fait. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Alors, encore une fois, c'est le premier numéro, donc je vais pas non plus... Mais alors là, vraiment, ça me passe au-dessus. J'aime pas trop... Enfin, là, c'est vraiment du cosmique, mais je sais pas trop d'où ça sort. On a Phoenix qui réveille des soleils, elle est hyper puissante. Alors, elle éteint les soleils, en l'occurrence. Ouais. Elle éteint le soleil, elle éteint un trou noir. Ouais. Et derrière, il se passe quoi? Je sais pas. Ça m'a pas très intéressé, mais c'est vraiment très bien dessiné. Et toi, Ben, à ton avis sur le... Alors, moi je trouve ça maladroit. J'aimais bien l'idée de Jean qui joue la super-héroïne cosmique et qui s'assume. Alors, l'épisode fait tout pour montrer sa puissance. Elle aide Nova, qui est le fan favorite. Elle stoppe Morgue, qui est un des héros de Galactus qui avait tué à l'époque l'autre Nova, la héros de Galactus, et qui avait imposé que le Silver Surfer réunisse les autres pour le stopper. Elle va avoir comme vilain Pericus, le meneur des Dark Gods, qui avait détruit Asgard à l'époque de la relance de Thor après Heroes Reborn. Mais je trouve ça maladroit, la voix off est lourde. Et en plus, Alessandro Miracolo, il dessine peut-être bien, mais en fait, sur Internet, il y a plein de pages où on voit qu'il a copié Olivier Coipel et d'autres de manière honteuse. Je me disais aussi, ça me faisait penser à pas mal de trucs, ça me faisait penser à du Coipel, d'accord. Mais vraiment, les lecteurs peuvent aller voir Alessandro Miracolo. Mais c'est brutal. Donc je trouve ça maladroit. Il est toujours sur la série ou pas, du coup? Oui, mais moi je m'en désintéresse. Non, il change un peu, ça s'arrête, mais voilà, moi je l'ai lâché en VO. C'est pas très intéressant. Je suis curieux de voir, moi, par contre, comment ils vont gérer sa surpuissance, parce que c'est le même principe que Superman, c'est-à-dire que comment mettre des adversaires en face qui puissent tenir la route. Là, dans le même numéro, il y a quand même Morgue et Pericus qui en prennent un peu plein la tronche. Enfin, Pericus n'en prend pas plein la tronche, mais il y a Morgue, lui, il se fait quand même shooter par elle. Donc comment ils vont gérer ça, à voir. Clairement, elle éteint des soleils et elle rallume des trous noirs. Ça va être compliqué de trouver un adversaire à sa taille. Reste quand même qu'il y a... Moi, ce que j'aime bien, cette idée d'exil, c'est-à-dire le fait qu'elle se détache de la Terre. C'est assez cohérent avec sa position, je trouve, de mutant au niveau Oméga. C'est pas illogique, je trouve c'est pas qu'elle se désintéresse, mais qu'elle parte en exil. Et j'ai bien aimé la discussion par pensée avec Cyclope. Voilà, je trouve que c'était plutôt bien vu. C'est du détail, mais le premier numéro, j'ai pas détesté. Je trouve ça mais c'est pas mal, et c'est là où c'est frustrant, c'est qu'en fait c'est maladroit et c'est mal foutu. Sur beaucoup de choses, on en reparlera. Enfin, vous verrez par la suite sur les épisodes. Je veux pas être pessimiste ni plomber l'ambiance, mais
Mais ouais, ça tape beaucoup à côté. C'est maladroit, en fait. Alors, écoute, transition toute trouvée avec le C'est maladroit, puisque après, dans le numéro 1, nous avons le Heir of Apocalypse, donc l'héritier d'Apocalypse, mini-série en 4 épisodes, qui, alors je vais vous donner, est scénarisé par Steve Fox, dessiné par Neto Diaz. Alors, pour moi, 2 inconnus au bataillon. En gros, Apocalypse, après la chute de Krakoa, Apocalypse apparemment a décidé de s'intéresser à Rako, qui se trouve sur Mars. Il cherche donc un héritier pour être en quelque sorte le Apocalypse de la Terre. Il réunit 12 mutants comme ça qu'il a choisi de manière un peu... Voilà, on nous explique pourquoi il les choisit, mais bon, ça aurait pu être cela ou n'importe qui d'autre. Et tout au long d'une série en 4 épisodes, avec des dessins qui rappellent fortement les années 90, il s'agit d'une espèce de tournoi où petit à petit les personnages vont soit s'affronter, soit disparaître, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un qui sera donc l'héritier d'Apocalypse. On va pas spoiler tout de suite le nom de l'héritier. Moi j'ai été un peu surpris par le choix de cette mini-série parce que très sincèrement, je trouve que ça bouffe énormément de place dans le sommaire du numéro 1, puisque dans le numéro 1, on a finalement que X-Men et Phoenix, et ces 4 épisodes de cette mini-série qui, moi, m'a laissé un peu froid. J'ai suivi ça avec intérêt, il y a des gros combats, je suis content à un moment donné de retrouver, je cherche son nom. Holocauste. Ah ouais, non, Génocide. Non, Génocide, voilà, ça m'a fait sourire, je me suis dit, ah ouais, là on est dans les années 90. C'était sympathique. Maintenant, je pense que ça a peut-être plus de sens quand on a suivi la période Krakoa. Là, bon, ça ouvre quelque chose dans les dernières pages, mais à la limite, ça aurait duré juste un épisode, ça m'allait très bien aussi. Toi, Doc, qu'est-ce que tu en as pensé ? Ouais, c'est une mini-série qui sert à rien, sauf à nous introduire en fait le nouvel héritier d'Apocalypse. Après, j'entends, c'est peut-être ce qui va faire la transition entre l'ère Krakoa et cette nouvelle ère, même si j'ai pas vu trop d'idées sur la nouvelle ère. Ils auraient peut-être dû le mettre en début de bouquin, voilà. Si on aurait voulu respecter peut-être une chronologie. Non, ça sert pas à grand-chose, c'est pas très bien dessiné, l'histoire, je m'en rappelle déjà plus. C'est pas mauvais non plus, hein, ça se lit, je l'ai lu sans problème. J'ai pas eu les yeux qui saignaient, mais c'est pas foufou, quoi. Et toi, Ben, toi qui as lu Krakoa, justement, Ouais, moi j'ai bien aimé pour plusieurs raisons. Alors déjà, Steve Fox, c'est un scénariste qui monte un peu, hein. Il a fait un X-Men 92 qui adaptait l'époque Krakoa au X-Men 92. Il a fait Dark X-Men qui était une très bonne mini-série époque Krakoa sur Madeline Pryor qui menait des X-Men un peu dark. Il a fait Dead X-Men, c'était moins bien. Il est plutôt pas mal. Moi j'ai apprécié parce que oui, en effet, je trouve que ça fait la bonne transition entre l'ère Krakoa et maintenant. Apocalypse a été un personnage extrêmement important de l'ère Krakoa, même s'il a été absent longtemps, son aura touchait tout le monde. Il y a plein de personnages qui ont été concernés par lui en fait dans cette mini-série. Il y a Rictor qui était devenu son apprenti druide mage mutant. Il y a Cable évidemment. Il y a Emma Frost avec qui il s'est pris la tête dans le conseil. Exodus avec qui il était lié. Gorgon qu'il avait apprécié aussi. Sinistre avec qui il avait été en lien. Mirage avec qui il a été en conflit, etc. Donc je trouve que c'était une bonne transition, notamment sur le choix du personnage qui a été extrêmement lié à lui durant l'ère Krakoa. Moi, ça m'a pas gêné. J'ai trouvé que c'était efficace pour ce que c'était. On nous promettait un nouvel héritier, on l'a. On a eu du bourrin comme on pouvait s'y attendre. Neto Diaz est un bon clone de Ian Churchill. J'aime bien Ian Churchill, j'aime bien Neto Diaz. Moi, j'en ressors content, mais parce que j'en attendais pas grand-chose et j'ai eu ce que j'attendais. On peut spoiler, hein, donc au final, l'ultime révélation, c'est que l'héritier d'Apocalypse, c'est tout simplement Cypher, qui devient donc en fait l'équivalent d'Apocalypse sur Terre. Juste pour info, toi qui lis en VO cette nouvelle période, il y a des conséquences immédiates dans très peu de temps ou Non, pas à court terme, mais maintenant c'est annoncé. Là, vous avez le 1
et 2 de X-Men. Moi, j'en suis au 9, donc c'est annoncé. Par contre, derrière, en fait, les lecteurs comme vous qui redécouvrez les X-Men, vous aurez peut-être du mal à comprendre la décision de Cypher. Il faut savoir que Doug Ramsey a Krakoa était une période d'abord magnifique puis terrible pour lui, dans le sens où en fait il s'est énormément rapproché de l'entité Krakoa, l'île vivante, Ouais. et en fait tous les abus dessus, tous les abus qu'il y a eu, les mensonges de Xavier et Magneto en lien avec Moira, avec une chambre secrète au sein de Krakoa, c'est des choses qui l'ont beaucoup heurté parce qu'il était en symbiose même avec Krakoa. Donc avoir cette décision-là avec Apocalypse, qui a toujours été dans une approche certes terrible mais assez franche sur les plus forts survivent, etc., ça a du sens dans son cheminement personnel, mais que vous n'avez pas forcément de manière aussi claire. Alors, il y a une scène dans le 4e épisode qui Oui. insiste un peu sur cet aspect-là, qui résume un peu, pour ceux qui n'auraient pas lu la période Krakoa. Oui, tout à fait, mais Ouais. Moi, ça reste une scène, pu comprendre. J'ai pu comprendre les épisodes. Ça va aussi, c'est accessible. ouais, Même si mais on sent qu'il y a quelque ouais, chose, c'est c'est vrai. accessible. Moi, je l'ai vu comme un rappel, mais c'est vrai que du coup, si ça marche, c'est cool. Ouais, Ouais. ça marche bien. Moi, j'étais plus un peu déçu aussi de le traitement de Angel et vu le rapport qu'il y a entre Angel et Apocalypse, je m'attendais un peu à autre chose que ce que j'ai vu Ils là. discutent. Non, mais ils discutent, ils échangent. Alors que les autres, Apocalypse, il s'en sert en fait. Même Sinistre, il Ouais. s'en tape. Au contraire, je trouvais qu'il l'a utilisé pas d'égal à égal, mais en gros, c'est je note ton existence et je discute avec toi. Alors que Ouais. les autres. Bon. Par contre, ce que tu as dit, Ben, permet de comprendre un petit peu le choix des 12 qui ont été faits. Moi, je me demandais, mais sincèrement, Gorgon, enfin, ce qui vient foutre là, Armageddon Girl, alors autant dire que je ne sais même pas qui Ouais, c'est. elle, je sais plus. Mais Gorgon, par exemple, il avait été avec Apocalypse et Xavier et Magneto quand ils avaient été au G7 ou je sais plus dans quel grand rassemblement de grandes nations du monde dans un épisode de X-Men de Hickman. Et en fait, Gorgon avait été le mec qui tabassait les agents humains et Apocalypse l'avait à ce moment-là remarqué aussi. Vous voyez, pour moi, Apocalypse, je vois comme un être tellement énorme, tellement hors norme que à partir du moment où il te remarque, c'est déjà énorme en fait. Et s'il note ton existence, c'est déjà pour lui extraordinaire. Ok. On passe à un épisode suivant, on va passer Oui. au sommaire du numéro 2. Je vous propose d'évoquer X-Force. Alors, Ouais. X-Force, le titre évidemment nous parle puisque c'est la reprise d'un titre qui existait déjà par le passé. C'est scénarisé par Geoffrey Thorne, c'est dessiné par l'excellent Marcus To, que j'aime beaucoup. Et donc là, c'est une équipe réunie par Forge qui a décidé de devenir très proactif et d'intervenir à peu près partout dans le monde où il pourrait y avoir des mutants ou en tout cas des problèmes à régler. Il réunit une équipe assez hétéroclite puisque, alors je suis en train de chercher justement qui il a bien pu réunir. Alors, tu veux que je te les donne? Allez, vas-y, tu les as. Il y a Sage, donc Tessa, que moi, qui est un personnage que j'aime beaucoup. Captain Britain, Betsy Braddock. Askani, donc Rachel. Tank, que je ne connais pas, je sais pas, Ben. C'est nouveau. Il est créé nouveau pour la série. D'accord. Alors, pas tout à fait. J'ai fait une recherche, j'ai bossé, excuse-moi. Ah ouais? Il est apparu dans Iron Heart 6, en fait, mais pas Ah sous ouais. l'aspect. Ouais. Mais c'est parce que j'ai cherché, sinon je le savais pas. Donc, grosso modo, il est là pour cette série, en fait. Il a dû. Pardon, Ben. Et Pardon. puis, non, il y a un invité spécial, c'est Deadpool. Bah oui, X-Force, forcément. Voilà. L'idée, c'est Forge, il s'est créé une espèce de boule qui prévoit les problèmes qu'il peut y avoir dans le monde. Et il envoie cette équipe-là. Problème. Là, dans ce premier épisode. Je vais enchaîner en disant que ouais, moi j'ai bien aimé, bizarrement. J'ai trouvé ça pas mal. Marcus To fait beaucoup, peut-être quand même aussi, non? Ouais, Marcus To fait beaucoup. L'histoire, elle se suit. Je connais pas le scénariste de base, Geoffrey Thorne, c'est ça? Oui. Je le connais pas. Marcus To, il fait le job comme d'hab. Moi, c'était plutôt agréable à lire. C'est pas révolutionnaire, mais ça se lit bien. Voilà.
Moi, ce qui m'a surpris, c'est la relation entre Captain Britain et Rachel, enfin, qui d'ailleurs a changé de nom, qui s'appelle Akani maintenant. Une relation homosexuelle que je vois venir de nulle part. Enfin, je ne savais pas, j'étais pas au courant, mais c'est peut-être apparu pendant l'ère Krakoa. Ou alors, ça m'a juste. Ouais, c'est apparu pendant l'ère Krakoa. Non, c'est apparu durant l'ère Krakoa. Alors, c'était parmi les volumes de Excalibur et ses suites, une série que j'ai lâchée assez vite. J'ai un peu de mal, alors je veux strictement rien pour Rachel et Betsy, je trouve juste en fait que leur relation tombe un peu de nulle part, mais comme la relation entre Rachel et Kurt dans la série X-Men Gold il y a quelques années tombait à mon sens de nulle part. J'attends de voir, je suis pas plus convaincu que ça. Ce premier numéro, moi, je le trouve plutôt correct. Geoffrey Thorne, c'est un scénariste assez vétéran. Hein. Il a 54 ans, ce qui est encore très jeune, mais on a quand même beaucoup d'auteurs dans la trentaine dans les X-Men ces derniers temps. Il a fait quelques comics, un peu de Green Lantern, un peu de travaux indépendants. J'aime bien son idée de Forge qui veut être proactif, surtout qu'en plus ça rejoint un peu un versant de Forge un peu brut et violent, expéditif. Alors il y avait eu les épisodes de Warren Ellis sur Astonishing X-Men où tu avais un Forge un peu méchant qui avait ouvert des portails sur d'autres mondes. C'était dessiné par Simone Di Bianchi, oui. mais ça sort pas de nulle part. Je trouve que l'équipe est hétéroclite. Le premier numéro fonctionne plutôt bien. C'est correct. J'aime bien. Je trouve que l'idée est bonne. L'idée de base est bonne et ça me surprend pas que Forge soit à ce rôle-là. C'est un bon premier épisode, à voir où est-ce que ça va nous mener, en tout cas pour la suite, mais bon, voilà, moi je trouve ça plutôt sympathique, effectivement. Le fait qu'il y ait des personnages qui soient des persos un peu neufs, enfin on parle de Tank par exemple, moi j'aime bien, même s'il n'est pas forcément très détaillé dans ce numéro, mais ça apporte un petit peu de fraîcheur. On parle de fraîcheur, le numéro suivant, c'est toujours dans le numéro 2, c'est NYX. Alors moi je dis NYX, je ne sais pas si vous dites Nix, moi je dis NYX. NYX numéro 1, scénarisé par Jackson Lanzing et Colin Kelly et dessiné par Francesco Mortarino. Y a quelqu'un d'entre vous veut pitcher Ouais. Ouais, vas-y, vas-y Ben. Ouais, je me permets parce que c'est ma série préférée, que ce soit à son lancement et encore actuellement. Alors déjà, Colin Kelly et Jason Langing, c'est des scénaristes que j'aime bien. Ils ont fait le précédent volume de Captain America avec Carmen Carnero, où c'était très joli. C'était vachement bien. Ils ont fait Outsiders chez DC. J'espère qu'Urban va le traduire parce que c'est littéralement l'adaptation et la suite de Planetary dans l'univers DC avec des personnages DC, mais pas que. C'est extrêmement bon, méta, intelligent, une vraie histoire, c'est très très bien. Et là du coup en fait ils reprennent une série Nix ou NIX, enfin je vais dire Nix parce que voilà, qui était jadis il y a 20 ans à peu près, c'était là où X23 a commencé, et c'était sur le quotidien très dur de jeunes mutants dans la réalité des trottoirs de New York. À l'époque, X23 était malheureusement pour elle une prostituée. Et je trouve que c'est courageux de reprendre ça et j'aime bien parce que là on voit du coup Miss Marvel qui a été révélée une mutante. Si vous voulez, je ferai une parenthèse dessus parce que Marvel arrive à tenir la barque alors que c'est quand même un peu pourri et elle s'en sort bien. Et en fait, la série c'est ça, c'est en fait le quotidien des jeunes mutants dans New York après la fin de Krakoa, revenir dans une ville à laquelle les mutants ont tourné le dos et une ville qui les attend plus forcément, avec des mutants qui eux n'acceptent pas la fin de Krakoa. Et j'ai d'ailleurs beaucoup aimé que le super vilain principal, le Krakoan, on connaisse déjà son identité. C'est-à-dire que c'est une série qui va vite, qui dit bien les choses et qui joue bien là-dessus. Ouais. Alors, moi j'ai trouvé, je suis assez d'accord avec toi, le seul peut-être reproche que je ferais à ce premier numéro, c'est que j'ai l'impression que c'est une série Miss Marvel en fait, plus qu'une série mutante. Alors Miss Marvel est devenue, on a révélé qu'elle était une mutante, ça c'est pas le problème, mais elle occupe tellement la place dans ce numéro que j'ai plus l'impression que Nix c'est une nouvelle série Miss Marvel qu'une série réellement mutante.
Je comprends. Là aussi, hein, je profite de ma connaissance VO pour donner des billes un peu au lecteur. Bien sûr. Ça va s'équilibrer, Ouais. mais comme Uncanny et comme X-Men, Miss Marvel est la Le leaduse leader. tacite, parce que c'est pas une équipe, c'est plus là vraiment une communauté qui va se développer. Mais c'est clairement, mais parce qu'en fait, de tous, c'est celle qui veut toujours être une héroïne. Alors qu'en fait, les autres, ils ont lâché. Hein. Arnold, c'est un Clairement. barman. Prodigy, il est prof. X-23, elle fait les trucs à la Wolverine. Sophie, elle est sur le campus. Les autres, ils ont tous lâché. Elle veut toujours être une héroïne parce qu'elle l'a été avant. Donc il y a aussi un peu de ça. Mais oui, elle est au cœur du truc. Mais parce que après, c'est Miss Marvel. C'est un personnage dont l'impératif dépasse désormais le seul cadre de comics. Clairement. Toi, Dope, hein, est-ce que tu as été sensible au côté street level jeune mutant? Alors, j'ai pas trop eu le côté street, j'ai plutôt pas mal aimé, surtout la dernière page avec la révélation des vilains où ils nous remettent, moi, des personnages que j'apprécie beaucoup, donc forcément, ça a marché sur moi. J'aime bien Miss Marvel, le perso. Je suis pas fan des dessins, par contre. Non, Ouais, c'est assez moche. Ouais, j'aurais pas été dire jusqu'à ce. Je dirais pas jusqu'à dire c'est Oui, moche, c'est sûr. Moi, je trouve ça faible et moche, mais je trouve en soi assez faible en fait. Ouais. J'aime bien les scènes où c'est elle pas... traverse la ville là, à grands pas parce qu'elle est géante, etc. etc. Je trouve ça moche. Ouais, mais c'est pas... Ouais, voilà. Mais après, ça reste sympa, oui, effectivement. Là, on a deux bons scénaristes dessus, donc forcément, ça peut marcher. On a l'impression qu'ils savent où ils vont. Voilà. Il y a un ton particulier, par contre. Clairement, c'est pas une série mutante. C'est pas la série mutante classique X-Men de base, quoi. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a vraiment une ambiance un peu particulière qui, je trouve, fonctionne bien. Moi, j'aime bien son côté quand elle discute avec Sophie et puis qu'il y a une baston qui éclate et ah oui non mais attends mais moi j'ai une identité secrète, je veux la préserver et l'autre qui fait non mais moi une identité secrète j'en ai rien à foutre et elle est là non mais moi je veux garder mon identité secrète, mes parents sont pas encore au courant, etc. Enfin, moi j'aime bien ce côté-là. Il y a une bonne dynamique entre les persos. Voilà. Ouais, ce que j'ai pas trouvé dans la série X-Men, par exemple, qui est pas sur les mêmes zones ni sur le même thème, mais oui, mais parce que tu vois, c'est ce qu'on disait avant, pardon, Doupe, je suis navré. Ouais, vas-y. Clairement, X-Men, c'est, on dirait en VO, The Work. C'est, tu vois, c'est les collègues, en fait. Ouais. C'est le boulot, c'est le travail, quoi. On sauve le monde, on gère des mutants, etc. Les Uncanny, c'est la bande qui agit ensemble. NEX, c'est en fait le quotidien des gens qui veulent juste vivre, en fait, et qui se croisent. Et Arnold, là, on le voit en barman, il a quasiment aucune interaction, mais c'est un membre du titre. Mais c'est juste que là, en fait, c'est un barman, donc il vit sa life, en fait. Ouais. Bon, on va passer à la dernière série, en tout cas pour ces deux livraisons du mois de janvier. C'est le premier numéro de Facteur X, scénarisé par Mark Russell, dessiné par Bob Quinn, qui est la série peut-être la plus originale, en tout cas, je trouve, du lot. J'entends Doute qui tousse et qui m'envoie un message caché pour me dire que voilà, pas très subtil. Le X Factor, ça raconte quoi? C'est tout simplement un producteur de télé-réalité, un certain Roger Broderick, qui a réussi à convaincre l'armée américaine que recruter des mutants, ça serait pas mal, et de former un régiment patriotique, ça serait aussi pas mal du tout. Il réunit des mutants marginaux oubliés depuis la fin de Krakoa, Angel, Feral, Fire Fist, Cyber et Cameo. Et évidemment, je dis évidemment, c'est pas si évident que ça, mais il est producteur de télé-réalité et donc pour lui, la relation avec le public est très importante. Et donc, il s'agit d'essayer d'augmenter la cote de popularité de ces mutants qui sont pas forcément très appréciés. Angel chope un œuf en plein vol lors d'une présentation au public. Et on se retrouve avec une série un peu inattendue dans le sens où moi j'y ai retrouvé beaucoup de ce qui faisait X-Statix de Peter Milligan. Ce qui va faire beaucoup tous les dupes. Moi j'ai trouvé ça intéressant, frais, j'aime beaucoup les dessins, je trouve ça assez réussi et je suis très curieux de voir jusqu'où ça va aller dans la gestion justement dans ce côté relation avec le public et avec notamment le public humain. Voilà, l'épisode finit d'une manière assez étonnante. Non.
Ben, tu en as pensé quoi? Alors, moi, j'y allais à reculons parce qu'en fait, Mark Russell, c'était un scénariste qui, jusque-là, je n'avais rien aimé de ce qu'il faisait. Rien. J'ai lu quelques trucs de lui. Son humour tombait à plat. Il avait fait un tie-in de Future State sur Superman et Luthor. J'ai trouvé ça affreux. Et là, franchement, j'ai beaucoup aimé, mais parce que, alors oui, ça chasse sur les terres de X-Statix, mais je trouve que c'est bien fait. C'est d'apparence premier degré, mais dans une approche délirante. Les personnages un peu neuneux me rappellent un volume d'Astonishing X-Men par Matthew Rosenberg, un truc qui a duré 6 épisodes, avec déjà quelques personnages dont Havok et Angel. Grosso modo, tous les X-Men qui foiraient à l'époque, Havok, Angel, le Hurleur qui avait été mal ressuscité, le Fauve qui était critiqué, et ils étaient un peu neuneux et ça fonctionnait comme ça. Et là, je trouve que c'est bien parce que ça surprend. Alors, c'est clairement pour ceux qui n'ont pas lu X-Statix à l'époque, mais c'est sympa, c'est plutôt joli. Bob Quinn illustre ça joliment. Et c'est sympa parce qu'on s'y attend pas, en fait, de ça. Ça joue bien sur les nouvelles technologies, le côté télé-réalité. C'est une bonne idée dans cette époque en plus. Il a gagné. Et ben voilà, on arrive au bout de cette. Non, Doup. Vas-y, Doup, tu peux donner ton avis. Vas-y. Oui, lâche-toi. bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, comment dire? Moi, Mark Russell, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet auteur. J'avais lu Billionaire Island, que j'avais bien aimé. Not All Robots, qui était plutôt pas mal aussi. J'avais lu ce qu'il avait fait sur Press. Je trouvais ça très bon. Après, j'ai pas lu le truc que tu m'as dit là sur Ouais, Superman. lis pas. Donc, bon, moi, j'y vais. Moi, j'avais beaucoup d'attentes et je me suis retrouvé avec le X-Statix de chez Wish, quoi. C'est-à-dire qu'il reprend exactement les mêmes choses, sauf qu'il va pas loin, en fait. X-Statix, ça marchait parce que c'était totalement provocateur. On rappellera que quand même, à un moment, ils se sont fait censurer à l'époque. Donc, Oui, est-ce qu'ils se sont fait censurer au premier épisode ou pas? Il a gagné. Non, mais heureusement qu'il y avait Bill Jemas, quoi. Oui, mais c'était pas. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Ouais. C'est un premier épisode. Pour lire en VO, je continue à beaucoup aimer. Ouais. Et c'est fort méchant et plein de mauvais esprits. Eh ben, j'espère, parce que pour l'instant, ce mauvais esprit, je l'ai pas retrouvé. Après, ça ne sera jamais comme X-Statix. Ça ne peut plus. Bien sûr. En 2024-2025, ça n'est plus possible. Tu peux plus. Déjà, ça a été fait, objectivement, et tu ne peux plus. Par contre, c'est plein de mauvais esprits sur la technologie, sur l'utilisation de ce qu'ils appellent ClickLock plutôt que TikTok. Oui. C'est quand même assez fin sur un certain nombre de trucs, parce que là, on voit qu'il y a Darkstar qui essaye de recruter Havok, et Polaris qui, en fait, elle refuse de s'appeler Lorna, qui s'appelle pleinement Polaris, ça rappelle Magneto à l'époque. Il y a beaucoup de finesse sur beaucoup de choses, et c'est sûrement une des séries, alors là aussi c'est des billes pour la suite, mais qui aborde le mieux le devenir des petits de Krakoa. Vous savez, des dizaines de mutants qu'on voyait en arrière-plan au bar ou ce genre de truc. C'est bien fait. Il y a plein de mauvais esprits et de bêtises des personnages et d'émotions aussi. Enfin, c'est bien. J'espère, parce que vraiment, là, moi, ça a été la douche froide. C'est-à-dire que j'ai vu une ressuscité de X-Statix, mais alors vraiment un cran en dessous, jusqu'à sa fin, puisque quand même, la fin du premier épisode de X-Statix, c'est la fin qui est ici, dans ce X-Factor, puisqu'on dégage la quasi-totalité de l'équipe pour la remplacer par d'autres. Moi, je fais confiance encore à Mark Russell, parce que j'aime beaucoup, et j'espère effectivement qu'il va apporter une touche un petit peu plus cynique que ce que j'ai pu voir ici, en tout cas sur ces épisodes. Qui est-ce qui disait, tiens, on en profite, il y en a un qui disait que ça sent un peu trop le savon et pas assez la foufoune. Je ne sais plus dans quelle émission c'était. Stéphane, tu me remercieras pour ça. Merci beaucoup. On y est là. Pour moi, on y est, voilà. Pour moi, c'est encore un peu trop lisse. Comme les dessins de Bob Quinn, que par contre, je j'aime pas. Je trouve que c'est vide. Je trouve ça très, très vide.
En termes de dessin, je vais peut-être m'y faire, hein, je le connaissais pas du tout. Donc ouais, là pour moi ça coince un peu. Moi. Mais bon, étant limite un fan plus que hardcore de X-Statix, forcément ça pouvait pas bien se passer. Mais je fais confiance non seulement à Mark Russell, mais je fais confiance à Ben. Parce que si Ben me dit que ça va devenir un petit peu plus irrévérencieux dans la totalité de ce qu'il a pu produire sur les autres séries que j'ai pu lire, là ça peut être sympa. Et clairement, s'il y a une relance de X-Statix, même en version édulcorée, effectivement, Mark Russell, ça peut être une bonne idée. J'attends de voir, là. Pour le coup, je Après, passe mon tour. c'est pas non plus aussi violent, extraordinaire que X-Statix. C'est pas une copie, mais c'est inspiré. Je pense que 20 ans après, on peut même pas dire que c'est une copie, c'est pas un hommage. Ouais, bah oui, Voilà, ça chasse sur les mêmes terres. Moi, je trouve que ça le fait bien, et il y a plein de mauvais esprits et de mauvaises idées. Mais le premier épisode est un peu sage, mais parce que je pense que c'était pour préparer le lectorat à cette fin surprenante, mais parce que nous, on est des vieux, en fait, on avoir est des connu vieux, c'est X-Statix. ça, ouais. On est des vieux qui, à l'époque, en fait, achetions des magazines où il y avait plein de séries et de revues, parce que moi, franchement, quand j'ai lu ça, j'aurais pas acheté X-Statix avec les dessins de Michael Red que j'aimais pas à l'époque. Donc, c'est aussi pour ça. On peut révéler, hein, c'est-à-dire que en fait, le line-up de l'équipe, à la fin, n'est plus du tout le même que celui du début de l'épisode, parce que tout simplement, un peu comme dans X-Statix, l'équipe se fait ravager lors d'une mission. Et comme Show Must Go On, il faut que le spectacle se continue, et donc on va chercher d'autres mutants pour remplacer ceux qui sont tombés. Comme le dit très bien le producteur, qui a l'air totalement débile, mais c'est ce qui me plaît beaucoup chez lui. Il dit bien, mais non, ça n'a pas été un échec, mais on est tous quasiment morts. Mais non, regardez, votre popularité augmente. Mais et qu'est-ce qu'ils font? Ils remplacent tous les membres par d'autres mutants, encore moins connus, dont une Granny Smith, que je ne connais absolument pas. Moi non plus. Non, elle est nouvelle. Voilà. Donc voilà. Et on voit bien, d'ailleurs, c'est très rigolo sur le visuel, sur la toute dernière planche, qui reprend un peu finalement le même design que la présentation de la première mouture d'équipe, où les anciens ils tirent un peu la gueule, quoi, en mode ouais, mais en fait, qu'est-ce qu'on fout là? Je pense notamment avec Cyber. Qu'est-ce qu'il y a fout dans cette équipe? Moi, je trouve ça assez rigolo, assez fin. Et comme disait Ben, attendons de voir. X-Statix, il a la chance. La chance de X-Statix, c'est les souvenirs qu'on en a gardés, et puis surtout d'avoir duré dans le temps et d'avoir pu installer certaines choses dans le temps. Là, c'est juste le premier épisode, donc voyons voir ce que ça va donner. De mon point de vue, ça me semble tout aussi sanglant. Je vous rappelle quand même. Non. À la fin du premier épisode de X-Statix, t'avais de la tripaille de partout. C'était. Ouais, mais là aussi, t'as du sang et t'as des trucs, des barres de métal qui sont. Non. Absolument rien à voir. Non, mais on va pas mesurer la quantité de sang et la quantité de tripes, mais il y a quand même un aspect gore et il y a un aspect critique du grand public et du marketing des super-héros qui est quand même bien présent aussi. Et le côté jetable des super-héros qui est quand même bien présent. Non, mais il fallait bien que je sois un peu grincheux. Voilà. Ah ouais. C'est surtout que fondamentalement, donc tu as raison. En fait, si tu le compares à X-Statix, c'est beaucoup moins bon. Mais faut juste relativiser. Et c'est pour ça, je pense que ça arrive au bon moment. On est 20 ans après X-Statix. C'est pas un hommage, ça reprend pas le même nom, ça reprend pas les mêmes persos, pas le même style graphique. Ça va juste sur la même ligne. Ça va faire son truc dans son coin, mais c'est... Oui, après, moi j'aime bien les personnages. Par contre, c'est qui Cyber? Vous savez, vous, ou pas? Moi, je l'ai pris pour un nouveau perso. J'ai pas été plus loin que ça, tu vois. Ouais, parce que moi, je le connais pas du tout, moi, celui-là. Ce jeune mutant. Ouais. Je regarde. C'est une bonne question. Ouais, je crois qu'il a été créé. J'ai regardé. Il a été créé pour X-Factor. D'accord. Voilà. Donc, c'est sa première apparition. Hein. Donc, ok, bon, il a été créé pour le... il est apparu dans X-Men From the Ashes Sampler 1, donc c'est le petit, le petit bouquin qu'ils avaient sorti, donc, les quelques extraits pour montrer un peu à quoi ça allait ressembler, mais c'est dans X-Factor qu'il apparaît pour la première fois. D'accord. Donc, il a été créé pour.
Voilà. Ok, et puis cette fameuse Granny Smith qui m'interpelle aussi. Je suis un peu curieux de voir. Est-ce que c'est pas la mutante qu'il y avait chez Elle est Morrison? nouvelle. Elle est nouvelle. Elle est nouvelle, d'accord. Parce que je m'étais dit que ça pouvait être parce qu'il y avait une mutante qui était vieille chez Grant C'était Morrison. Herm ou je sais pas quoi là. Ouais, un truc comme ça. Non, Ernst, je crois. Ouais, Ernst. Non, bah non, c'est Donc pas je me suis dit, elle a peut-être grandi, j'en sais rien. Mais bon, donc du coup, moi, je réserve mon avis, moi. J'attends de voir, là. Bon. Prochain numéro, on aura droit, je crois, à Extraordinary X-Men, qui est peut-être l'autre série fer de lance avec parce que quand on voit la couverture, on voit qu'il y a quand même du monde dans cette série entre Emma Frost et Kitty Pryde. Ça fait partie des poids lourds des X-Men. Donc on verra bien dans le numéro 3 et dans le numéro 4 qui vont sortir dans un mois. Bon, je pense qu'on a fait un tour évidemment pas suffisamment complet, mais mine de rien, on arrive à bientôt 1h20 d'émission, donc on avait dit 40 minutes, donc on a explosé. On a juste fait x2, ça va. Notre compteur. On a juste fait x2. J'aime bien ça. Est-ce que vous voyez autre chose à rajouter ou une petite conclusion Doupe, histoire de terminer moi, pour l'instant, je vais continuer. Moi, j'irai, je pense... J'irai sur les 3-4 premiers mois, je pense. Après, on verra. D'accord. Et toi, Ben? Moi, je continue, que ce soit en VO et je prends en VF aussi en parallèle. Moi, j'aime bien. Je suis intrigué, intéressé. Et toi, Stéphane? Moi, en fait, je vais continuer pour l'instant parce que d'abord, je veux aller jusqu'au bout des numéros 1 des séries régulières pour avoir une idée un peu plus large de la palette qui nous est proposée. Après, moi, mon inquiétude dans ce magazine, c'est la manière dont Panini va gérer les mini-séries qui vont sortir. Je suis un peu inquiet que ça ralentisse le rythme général. Moi, je vous en parlais, enfin, je le disais en dehors, hors micro, avant qu'on enregistre cette émission. Je suis très surpris du sommaire du numéro 1 avec ce Heir of Apocalypse, enfin l'héritier d'Apocalypse. Et comme je vous le disais, si je n'avais acheté que le numéro 1, en me disant j'achète le numéro 1 et je verrai si j'achète le numéro 2, rappelons que les deux numéros sont parus le même jour, je serais pas allé plus loin. Enfin, je veux dire, on me met, il y a plus de la moitié du magazine qui est consacré à une mini-série qui, c'est sympa à lire, d'accord, mais moi, ce que j'attendais, c'était peut-être qu'on aligne dans le premier numéro les grosses séries. Ouais. Là, pour le coup, heureusement que j'ai pris le numéro 2, parce que si j'avais été con et que j'avais pris que le premier en me disant je vais juste juger sur ce premier numéro, certes, j'aime bien la série X-Men. Phoenix, moi, vous avez trouvé ça plus ou moins bien, mais moi, il me semble que je suis celui qui est le plus apprécié ce qui a été fait. Mais je me dis, si à chaque fois qu'il y a une mini-série en 4 numéros, ça doit bouffer autant de place dans le magazine, si la qualité n'est pas au rendez-vous, bon là, Heir of Apocalypse, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas détestable non plus, ça se lit correctement, c'est distrayant, enfin, j'ai rien contre, quoi. Je sais pas si je vais continuer, et puis surtout, qu'est-ce que ça va imposer dans le rythme de suivi des séries régulières? C'est la question que je me pose. Après ils ont plutôt bien bien géré, je pense, toutes les séries X-Men dans les magazines mensuellement. Là, l'ère Krakoa, il y avait eu pas mal de mini-séries, de séries arrêtées en cours de route. Ça, apparemment, ils s'en sont bien sortis, Panini. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Ben. Ils s'en sont bien sortis, et puis Heir to Apocalypse était sorti très vite, en fait, en VO. Ça avait été bombardé très vite. Là, je regarde, il y a des mini-séries en parallèle, mais ça sort doucement. Ils vont peut-être aussi réduire le rythme des épisodes VO d'X-Men et Uncanny, qui étaient quasiment bimestriels aussi. Donc à voir. Je pense que Panini a bien maîtrisé l'époque Krakoa, donc je suis assez confiant là-dessus, et je vous invite tous vraiment à acheter les prochains, et notamment le 4e, parce qu'il y a dedans le premier numéro de la mini-série la plus surprenante et celle qui j'ai été le plus surpris d'aimer autant, et c'est Dazzler. Ok, d'accord.
Ok. Parce que Stéphane, il vient d'acheter l'intégrale d'Azler. Non, mais dedans, il y a une idée formidable que je développerai hors micro parce que c'est pas rigolo sinon, mais qui est extrêmement juste et très très réussie pour moi. Ok. D'accord. Ok, bon, écoute. Bon, je pense que c'est plutôt positif. Hein. Ouais, c'est plutôt positif, malgré quelques bémols ici et là. Bon, je termine comme souvent dans les podcasts où j'ai des personnes avec moi. Moi, j'aime bien terminer sur vos actualités, sur ce que vous faites en ce moment sur Internet par rapport aux comics. Comme Ben, tu es notre invité particulier ce soir. En ce moment, on peut te retrouver où si on veut poursuivre, écouter, te lire sur les comics? C'est très gentil. Alors, mon activité principale est sur le site internet sanctuary.fr et son forum. Je livre plusieurs chroniques sur sanctuary.fr de mes lectures VF. Et en parallèle, alors je publie des posts de réaction ou autres, mais surtout des chroniques VO sur les sorties, sur le forum Sanctuary et quelques jours après, en bloc sur le site internet de Comics Office de mon ami Marty, avec qui je participe à des podcasts. Donc, si vous voulez suivre au quotidien mes avis VO, c'est sur le forum. Et sinon, c'est grosso modo une fois par semaine en bloc sur Comics Office. Super, très bien. Et toi, Doup, toi, tu es le Doup, toi, tu es l'encre du multivers, c'est-à-dire tu es partout. Ouais. Alors, attention, j'espère que vous avez 3 quarts d'heure. Je suis multiple et unique à la fois. Je suis un M&M's, mais non, oui, toujours pareil, hein, superpouvoir.com, brucely.fr, Radio Grand Ciel, Radio de Dreux, Principe Actif, Radio d'Evreux, podcast sur Super Pouvoir. Et comme on le dit, hein, si vous avez des bar mitzvahs, des fêtes, des anniversaires, des choses comme ça, je peux trouver un créneau pour me libérer. Voilà. Parce que ces journées c'est son super pouvoir, ces journées ne font que 32 heures, donc c'est pratique. Et je m'ennuie, alors du coup je suis obligé de faire des trucs. Bon, écoutez, merci en tout cas d'être venus dans ce podcast à tous les deux pour nous donner vos impressions sur ces 2 premiers numéros d'X-Men. J'espère qu'on vous retrouvera très bientôt, et puis écoutez, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, c'est selon. À très bientôt. Merci Ben. Merci, au revoir. À très bientôt. Au revoir.